Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien surtout. Je suis très heureux de vous retrouver après ces petites vacances. Je vous souhaite encore une, je vous souhaite une belle année 2025. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Et nous reprenons, oui, avec des infos, des nouvelles informations. Nous allons reprendre gentiment et je voudrais également remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui me suivent sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, Twitch euh, et les réseaux sociaux. Voilà, merci à vous d'être toujours là, qu'on puisse partager notre passion tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Quelle sera donc euh, l'actualité du jour? Sommaire. Superman, un record et quelques créatures commando renouvelées pour une... Superman, un record et quelques infos. Créature commando renouvelée pour une seconde saison. The Batman Partie 2, encore repoussé. Supergirl Woman of Tomorrow, Jason Momoa jouera Lobo. The Penguin, Colin Farrell récompensé aux Golden Globes. Skeleton Crew, les créateurs envisagent bien une saison 2. Star Wars, Disney Ray Skywalker, une date de tournage pour le retour au cinéma. Benoît Alman, mort d'une immense foi. Bien, et donc, vu que vous avez entendu les informations, n'hésitez pas, donc, si jamais vous me suivez en direct sur Twitch, vous pouvez interagir avec moi et mon invité, avec mon invité et moi. Et si vous voyez en replay le lendemain sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, commençons. Alors, 2 jours après la sortie du trailer du Superman de James Gunn, à savoir le 19 décembre 2024, il est déjà l'heure d'un record. Avec plus de 250 millions de vues au global et 1 million de posts sur les réseaux sociaux, le trailer de Superman est le plus vu de l'histoire de DC et de Warner Bros. Superman s'est placé 5e dans la liste des bandes annonces les plus visionnées pendant ces 24 premières heures. Nous avons en tête de liste Deadpool et Wolverine avec 365 millions de vues. Spider-Man No Way Home avec 355,5 millions. Endgame, le teaser trailer, 289 millions. Endgame, le premier trailer, 268 millions. Superman, 250 millions. Transformers Rise of the Beast, 238 millions. Infinity War, le teaser à 230. Thor Love and Thunder à 209. Et donc le Roi Lion 224,6. Et ça à 197 millions. Alors attendez, juste... Non, c'est bon. James Gunn a confié que le film devrait durer moins de 2h30, bien que rien n'est arrêté. Le montage n'étant pas encore bouclé. Un gif sur Instagram nous permet de voir le Clark Kent et le Superman de Current Suit. Nous avons eu le droit également à quelques nouveaux posters, comme voici à l'écran. Déjà un premier, le second, troisième et le dernier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et dans tous les cas, je vais faire intervenir mon invité, que vous connaissez, pour la plupart qui connaissent l'émission. Et pour les nouveaux, je vous présente donc pour la première émission de 2025, mon cher invité,
Mulder, Fox, William. Merci beaucoup. Quatre d'honneur. Donc, avant de commencer la petite big up à tous les haters, en fait, par rapport aux chiffres que tu as révélés sur le teaser de Superman, petit big up parce que du coup, ça prouve 1000 fois que le film est attendu. Alors, peut-être pas attendu de la part des fans de Snyder's, mais en tout cas, qui est attendu par du grand public. Du grand public, oui. Et ensuite, Grand public. Après, il y a aussi les gens qui attendent parce qu'ils sont curieux. Après avoir ce que ça va donner. Hein. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu en as pensé du teaser la première fois que tu l'as vu? rafraîchissant. Parce que t'avais je sais pas si tu connais les youtubeurs, la Ligue Nakama, dans le sens où il y a les petits éléments en fait qui font débat auprès des fans de Snyder. Je pense à Crypto par exemple, le chien de Superman. Pour moi, c'est une très très bonne idée dans le sens où bah oui, alors ok, c'est ridicule, mais le problème c'est que Superman, c'est aussi ça. Je veux dire, dans Smallville, t'avais un chien. Clark Kent a un chien, Shelby, qui est, qui devient le chien de la famille parce que, qui devient le chien, qui attire l'attention de Clark Kent parce qu'il semblerait que le chien a des relations avec la crypto. D'où le titre de l'épisode Crypto, qui fait référence au chien du comics, quoi. Donc oui, il y a des moments qui sont ridicules, mais c'est le comics de base. Je crois qu'en fait, c'est ce que va essayer de faire James Gunn en essayant de faire un bon film. C'est un peu banal ce que je dis parce que je ne vois. D'ailleurs, je ne vois aucun réalisateur qui essaye avec une grosse production de faire un mauvais film, si tu veux. Donc, qui essaye de faire un bon film avec des éléments, mais qui datent qui sont démodés aujourd'hui, anachroniques. Il faut prendre en compte le fait que Supergirl existe parce qu'à un moment donné, c'était super à la mode de féminiser les super-héros. Oui. Il y a eu Bad Girl, par exemple. Enfin, ça fait référence à toute une période là qui peuvent être ridicules maintenant, mais qui font partie intégrante de l'univers du comics. Et donc, je suis hyper positif par rapport à ça, par rapport au fait que, oui, il a essayé de donner ses lettres de noblesse à des éléments qui sont anachroniques de nos jours. Parce que je dis ça parce que le crypto, j'ai vu que ça passait pas. Hein. Il y a beaucoup qui ont, en France, en tout cas, en France, ça passait pas, quoi. Comme s'il y avait, moi, c'est comme ça que je vois, c'est qu'il y en a qui ont découvert Superman avec Man of Steel. Or, moi, je connais Superman depuis le dessin animé Superman l'Ange Métropolis. Et dans Superman, l'Ange Métropolis, il y a Crypto. Il est le gardien de la forteresse de Solitude 2. Oui. Après, effectivement, c'est à voir. Il n'y a pas que les fans. Alors, j'ai regardé aussi. Il n'y a pas forcément que les fans de Snyder qui sont contre ça. Il y a d'autres genres de fans. Mais après, voilà. Il y en a sur YouTube, ça a énormément parlé. Après, effectivement, il y a des tas de références. Par exemple, moi qui suis un fan par exemple, de la version de Christopher Reeve depuis tout petit. Puis après, j'ai aussi grandi avec les dessins animés, comme tu l'as dit précédemment, Superman de Animated Series, etc. Ainsi que les films d'animation que j'ai regardés également. Et ben en fait, c'est vrai que il y a de l'inspiration, mais par exemple, c'est vrai que moi je me dis, si tu peux faire un nouveau film Superman, tu peux avoir de l'inspiration, ça, il n'y a aucun souci, mais pour autant que ce soit une nouvelle version. C'est vrai qu'aux dernières infos qu'on avait eues, c'était pas rassurant pour certaines personnes, bon, moi y compris, parce que je me disais, si tu nous refais une version Reeves, mais un peu plus moderne avec un autre acteur, c'est pas quelque chose qui pourrait intéresser. Après,
Voilà, parce que je me dis, voilà, non seulement chaque réalisateur a sa vision, ça, bien évidemment, mais après, voilà, chaque version doit être différente et pas forcément être semblable, similitude. Euh, Comme par exemple, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, Smallville. Smallville, il y a eu des inspirations par exemple, de la version Christopher Reeve, mais pour son Superman, enfin pour la version Kal-El, Clark Kent de Tom Welling, tout en restant fidèle à son personnage et pas en voulant ressembler carrément à la version de Christopher Reeve. Donc voilà, Superman et Lois, j'ai entendu qu'il y a eu un petit semblable aussi. Donc la dernière série d'ici. Pour le moment, donc de la CW. Après, c'est à voir. Moi, je trouve que c'est à voir. On a eu déjà des premières images. Après la musique, moi, je peux te dire, ça m'a. Quand j'ai entendu la musique dans le teaser, ben, c'est pas quelque chose qui m'a plu. Après, j'espère qu'on verra plus, bien évidemment, hein, vu que le film il sortira au 11 juillet, le 9 juillet, je crois, chez nous, en francophonie, avec les trailers. Parce que là, on a eu un teaser, quand même de 2 minutes, si je ne me trompe pas. Donc, si on peut avoir un premier trailer, déjà avec des dialogues, etc., ce sera quelque chose de déjà. On pourra, je pense, plus en, en débattre, parce que c'est vrai que là, pour le moment, on a des images, quelques images qui peuvent donner envie. Après, à voir. Donc, voilà, est-ce que tu veux réagir dessus, mon cher? Et n'hésitez pas, vous aussi, à Bah, réagir. mon première, c'est que là, il y a un respect par rapport à. Alors, on peut mettre en caution tout ce que dit James Gunn depuis les annonces. Euh, mais là, dans les images qu'il y a, et le fait aussi qu'il y a la communauté super-héroïque qui est déjà présente, le Green Lantern par exemple fait aussi sujet à débat. J'attends de le voir en action, parce que là, les deux images où on voit Nathaniel Fillion, donc Green Lantern, Guy Gardner, je peux comprendre dans les éléments que ça puisse faire débat. Moi aussi, quand j'ai vu l'image, c'est pas ça. Mais j'attends de voir comment ils vont se débrouiller le traitement du personnage en film. Parce que si ça se trouve, ça peut très bien être un truc, ça peut être très bien un truc dans le genre, en 2 images, 2 teasers, ça ne passe pas. Et pourtant, dans le film, ça passe crème. Ça peut être très bien un truc dans ce genre-là. J'attends de voir. Il y a Hawk Girl qui m'inspire beaucoup. Enfin, grosso modo, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est qu'on va assister à un Superman qui débarque dans un monde où il y a déjà des super-héros et où il a du mal à s'imposer. Grosso modo, imagine-toi, on te promet, imagine t'es un mec, on te promet tout le temps un grand avenir, genre tu es promis à faire de grandes choses. Tu débarques dans la grande ville et là c'est mieux d'arrêter quoi. Ouais. Tu débarques dans la grande ville et d'un coup tu te retrouves avec bah non mais en fait le statut de super-héros il est occupé par un petit groupe, hein, tu seras un super-héros de plus. Sauf que le cas de Superman est particulier dans le sens où ça doit être lui qui doit guider les autres. C'est un petit peu ce qui se passe. Dans Smallville, tu avais le même problème, mais à contre-pied. C'est qu'au début, on demande à Clark Kent le papa, c'est ce que dit le papa dès le début, hein, c'est que non, garde ton secret pour toi, t'es promis à se faire de grandes choses, vu le potentiel que tu es promis à se faire de grandes choses. À partir de la saison 6 ou 7, on peut se demander, mais tu vas guider qui? Parce que tout le monde est là. Et c'est un petit peu ce problème qui est pris, je sais pas contre-pied, mais qui est visualisé, enfin, qui pris vraiment de front dans le Superman de James Gunn, c'est bah oui, mais tu vas guider qui? Parce que tout le monde est là, enfin, il y a la communauté super-héroïque existe déjà. Du coup, tu vas inspirer qui? Et c'est là la problématique de Superman de James Gunn, c'est de montrer il doit prouver sa valeur en tant que super-héros, en tant que guide, en tant que monteur. Et ça n'a jamais été abordé dans les films. Mm-hmm. Ça n'a jamais été abordé, donc du coup, c'est intéressant. Parce que dans le comics, le fait que ce soit le premier qui apparaisse, ça conduit à l'explosion des autres des super-héros. Inconsciemment, les autres super-héros, genre Batman, John Connor et compagnie, peuvent apparaître parce qu'il y a un côté
Bon, bah, il y en a déjà un qui s'est découvert. Bon, bah, on va lui dire que, on va dire qu'on est dans le même camp, quoi. C'est pour ça Bah, que il tu as eu sort du de Flash qui l'ombre. apparaissent. Voilà, il sort de l'ombre, tout à fait. Alors que là, dans le Superman de Nolan, t'as déjà une communauté de super-héros qui existe déjà. Donc, qu'est-ce qui peut apporter de plus? Or, ce qui peut apporter de plus, c'est le côté l'héroïsme d'autant, quoi. Parce que Espoir et compagnie, ouais. voilà, chose que doit incarner Superman, contrairement aux autres qui sont plus dans le compromis, dans ce qu'a Carter, c'est pour ça qu'ils ont pris en fait par rapport à Jordan et John Stewart, c'est que Jordan est plus proche de Superman dans le côté héroïsme Silver Age, enfin l'héroïsme vieille école, et John Stewart aussi, alors que Black Carter c'est le mec, c'est le badass quoi, c'est le mec c'est pas bon, c'est pas ça le super héroïsme. Tu comprends ce que je veux dire, Black Carter c'est le mec qui peut être relou quoi. Ouais. Et alors que c'est pour ça qu'ils ont pris lui, c'est pour montrer une communauté de super-héros qui sont tellement empêtrés dans des affaires pas louches, quoique aussi peut-être louches parce qu'il y a des rumeurs comme quoi ils traficotent avec Lex Luthor, ce que j'ai compris. Je veux pas spoiler, mais il y a des trucs comme ça où pour que les mecs puissent agir en toute dévolée, quoi, si tu veux, ils doivent trafiquer avec le milliardaire. Donc je veux au milieu de ça, t'as donc Superman qui débarque et qui, lui, est le seul à interpréter de l'intégrité, la droiture morale par excellence. C'est un petit peu comme ça que je vois le truc. Ouais. Et aussi, je sais pas si t'as lu des commentaires sur les projections tests de Superman, mais ce qui passe, ça se passe pas très bien. Je sais pas si t'as entendu ça. Les projections tests. Le film était projeté, était testé Oui, en interne. j'ai entendu. Voilà, et ce qui passe, ça ne se passe pas très bien. Alors, t'en as qui disaient c'est du niveau de Gardiens de la Galaxie. Ce qui explique en fait pourquoi il y a beaucoup de fans de Snyder qui sont en mode ah oui, ça sent mauvais, ça sent pas très bon. Et que du coup, t'as les mecs de Warner Bros qui disent c'est le chaotique. Moi, je prends ça de manière à. Ils ne connaissent pas le sujet du comics book. Ils ne connaissent pas leur sujet chez Warner. Donc, du coup, t'as James Gunn qui leur livre un truc, mais pour les fans. Donc, du coup, t'as Warner qui sait pas comment penser. C'est normal. On est sur le film sort en juillet, il y a largement le temps de rectifier les trucs. Hein. C'est pour ça que quand t'as les reshoots qui ont été annoncés, t'as James Gunn qui a beau dire non, c'est pour un jour et demi. À mon avis, c'est pour un peu plus que ça. Ouais. C'est simplement pour rectifier des trucs qui vont pas, mais vraiment genre pour peaufiner. Pas pour vraiment rectifier toute l'histoire entière, ça ils auront pas le temps. Le film sort en juillet, en 6 mois, ils auront pas le temps de vraiment tout réécrire. Pour peaufiner 2 ou 3 scènes, par exemple, comme tu viens de dire, le métrage devrait durer moins de 2h30, ils n'auront pas le temps de vraiment réécrire le film. Je crois que c'est vraiment les reshoots pour améliorer un plan ou deux, une scène ou deux, comme ça s'est passé pour Doctor Strange. Enfin, maintenant tous les blockbusters ont des reshoots, hein, donc faut pas hurler à la catastrophe. Dès que t'as annonce de reshoot, faut pas hurler avec des loups genre ah oui putain ça sent mauvais, ils ont besoin de re-shooter. Bah ouais, Blockbuster c'est une grosse entreprise. Il y a des plans effets spéciaux, donc quand les plans effets spéciaux n'est pas réussi, bah t'es obligé de le refaire. Il n'y a pas de bon sens. Très bien. Merci à toi, mon cher Madder. Et continuons, mes chers amis. Alors. Tandis que Creature Commando a débuté sa diffusion sur Max depuis le 5 décembre et qui se terminera le 9 janvier, à savoir demain, la série d'animation est d'ores et déjà renouvelée pour une saison 2. C'est James Gunn, le scénariste de la série, ainsi que le patron de DC Studios, qui l'ont annoncé. Nous n'avons pas d'autres informations sur cette seconde saison, mais le studio Bobby Pills continuera à travailler sur l'animation. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de cette série. À notifier aussi également que James Gunn, avant les fêtes, il y a eu quand même quelque chose d'assez choquant. Parce que, bon, là où on ne peut pas forcément le défendre, pour certaines choses, oui, mais là, pas du tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu droit à un behind the scene de sa part. Donc, il a partagé, ça se retrouve aussi sur ses réseaux, vous pouvez voir sur Instagram si vous y êtes. Ou même, je pense que vous pouvez retrouver la vidéo peut-être sur YouTube, ça je n'ai pas regardé, mais quoi qu'il en soit, cette fameuse vidéo de behind the scene, en fait, là où il était très fier, c'est qu'il était justement en visioconférence avec des acteurs de la série,
Et il était en train de filmer, on le voit filmer quand il demande à deux, comment dire, deux comédiens, enfin une comédienne et un comédien, de simuler un acte sexuel. Et ben ça, malheureusement, ça fait le tour des réseaux. Alors, et ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, j'en fais partie également. Euh, Parce que c'est vrai qu'un behind the scene, on se dit même si par exemple des gens ils veulent découvrir, c'est pas quelque chose de qualitatif. Et surtout on aurait préféré genre par exemple un dialogue, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le truc simuler un acte sexuel et puis que on voit un James Gunn qui rigole derrière son, euh, son téléphone en train de filmer. Je vous avoue que ça a mis énormément de gens mal à l'aise. Et donc je n'ai pas vu la série. Dites-moi si vous avez vu la série, ce que vous en pensez. Je vais laisser la parole tout de suite aussi à mon invité. Je ne sais pas s'il l'a vu, il pourra peut-être en témoigner. Et dans tous les cas, c'est vrai que de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai malheureusement pas pu voir même quelques scènes, hein, puisque évidemment sur YouTube je pense que c'est censuré. Mais j'entends beaucoup de retours comme quoi, voilà, c'est vraiment, c'est assez limite, c'est assez limite. Donc, vu que c'est renouvelé pour une saison 2, est-ce que vous êtes pas qu'être d'accord, mais est-ce que voilà, est-ce que vous êtes joyeux, vous dites ouais super une seconde saison, est-ce que voilà, n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous en pensez. Et je vais faire tout de suite intervenir mon invité Mulder. Alors pour le renouvellement de Créature Commando positif pour ma part, alors je n'ai pas vu les animés donc je ne sais pas ce qu'il faut. J'ai entendu dire que du bien ce Créature Commando, mais par des youtubeurs français qui suivent l'essai. Pour moi, donc ça veut dire qu'il y a une qualité qui a été reconnue, et donc mais que financièrement ils sont en train à frais. Donc pour moi ça veut dire que c'est bon, le DCU commence à prendre son envol, donc c'est bien. On verra la confirmation donc avec le Superman de James Gunn, mais pour le moment ça va bien. Pour le moment ça c'est sur de bons rails. Par rapport à ce que tu dis sur James Gunn, ma première réflexion c'est oh le con. Tu ne fais pas un genre de truc quand tu as sur tes épaules un projet aussi énorme que Superman et qui doit revitaliser tout seul l'univers d'essai. Alors je ne défends pas le mec, sauf que les circonstances atténuantes que je peux trouver, c'est que de là, James Gunn vient de Trauma, d'accord. Il y a la série Z de Trauma où on est habitué à ce genre de truc. C'est que venant de quelqu'un comme lui qui a ses origines dans Trauma, je sais pas si tu connais Trauma Film. T'as jamais entendu parler de Trauma Film? Bah Trauma Film, c'est tu connais le Toxic Avenger? Non plus. Mamie Nazi Sardaï, enfin je sais pas, c'est des petits films série Z qui jouent à fond la provocation. C'est Gunn, il vient là, il a fait pour ses premières armes là. Donc ça m'étonne pas qu'il fasse un truc comme ça. Ça ne m'étonne pas qu'il fasse des trucs comme ça. Dans le sens où, venant d'un mec qui vient de Trauma, oui, normal, conscient, mais en vieillissant, et vu le problème que Disney cause ce genre de truc, il peut pas se retenir de moral de merde. C'est ça que je... C'est un peu ma position. T'as un groupe de bosseurs sur ses épaules, tu vas pas faire le con avec... Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Ah oui, il avait fait... tu te souviens de comment c'était... Parce que le mec s'était plaint de s'être fait virer par Disney, mais c'est à cause de ce genre de truc, hein. Oui, voilà, exactement. Donc, ouais, je comprends parfaitement que ça pose problème, mais en même temps, venant d'un mec... Il avec Peacemaker. Hein, oui, voilà. Peacemaker, on entendait des agressions, machin. Simplement, c'est ma position par rapport au mec, c'est que venant d'un mec qui commence chez Trauma, ça ne m'étonne pas. Mais d'un autre côté, t'as la responsabilité d'un blockbuster qui doit revitaliser tout un univers, enfin, qui doit plaire au grand public. Parce que le truc, il va pas être, c'est pas un truc rated ou PG-13, hein. C'est pas un truc rated, c'est un truc PG-13. Voire peut-être moins. C'est ce que c'est proche. C'est censé être aussi familial. Voilà.
Ah oui, ton PG-13. Et le problème que j'ai, c'est que mais tu fais pas un genre de truc là, même en behind the scene avec des comédiens, quoi. C'est Non. pas, c'est pas, c'est pour le Gardien de la Galaxie, ok, d'accord. Tu peux déconner. Pour Peacemaker aussi. Mais pour lancer Superman, hors de question. Mais c'est qui son directeur de com? Donc oui, je comprends parfaitement que ça puisse choquer. Je comprends parfaitement, il n'y a pas de souci. C'est simplement que venant d'un mec comme d'un mec il a bouché dans une petite production Trauma Film, les Toxic Avengers, les Surf Nazi Must Die et compagnie, c'est des trucs hyper provoques, petit budget, micro budget à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment des trucs filmés avec 3 francs 6 sous. Hein. C'est ça leur charme. Hein, c'est que venant d'un mec qui a commencé là, qui a fait ses premiers boulots là, je comprends parfaitement, il n'y a pas de souci. Je comprends parfaitement que le mec soit resté en lui, le petit garçon qui casse ses jouets. Je comprends parfaitement. Simplement que j'ai l'impression que le mec il n'est pas vieilli encore. Attends, c'était dans les années 80. Hein. Non, on est en 2024. Hein. Il serait peut-être temps que tu deviennes un petit peu plus mature, un petit peu plus responsable. C'est ce qu'on lui demande. Voilà. Exactement. Et donc c'est pour ça aussi que donc merci pour ton retour. Et c'est vrai que justement, si vous attendiez à ce que je diffuse, non. Déjà sur Twitch, voilà, faut faire gaffe. Mais surtout vu que ça sera en replay sur YouTube, voilà, exact, c'est la même chose. Donc si vous voulez voir justement cette malheureuse euh, intention de James Gunn, eh bien vous pouvez voir s'il y a sur YouTube et en tout cas regardez si vous êtes sur Instagram, ben, vous retrouverez justement cette vidéo sur son compte. Donc comme ça vous pouvez aussi plus en juger et puis voilà. Bref, comme attendu, la suite de The Batman ne sortira pas en septembre 2026. Le film de Matt Reeves est de nouveau retardé d'1 an, se calant maintenant au 1er octobre 2027 aux États-Unis. Le film vise un début de tournage au 3e trimestre 2025, laissant à Clayface comme seul représentant de DC pour la fin d'année 2026. On ne peut qu'espérer que cette fois ce soit bien la bonne, le film sortant 5 ans après son premier épisode. À ce rythme-là, on pense bien que Robert Pattinson ne sera plus en âge d'incarner le personnage avant la sortie du 3e et dernier opus. Car il doit y avoir... je vais juste vous confirmer ceci. Concernant Robert Pattinson, alors cet homme est âgé de 38 ans. 38 ans, donc là il va rentrer dans sa 39e année puisqu'il est du mois de mai. Donc si c'est 2027, donc vous comptez 2 ans, ça lui fera 40 ans. Et si on refait la même chose pour le 3e opus, il y aura 45. Souvent ce qui est prévu, ça risque d'être un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, espérons que justement The Batman, tout ira bien pour lui. Il y a eu des rumeurs comme quoi il pourrait passer au DCU comme Batman. Et finalement, ça ne serait pas le cas, mais ce sera encore des choses à déterminer par la suite pour voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si, voilà, étant donné que vous avez découvert le premier The Batman, avec ensuite aussi la série The Penguin, hein, qui fait partie du même univers, est-ce que voilà, cet univers de Matt Reeves devrait rester à sa place, vraiment, parce que il ne devrait pas bouger, ou est-ce que vous pensez que The Batman devrait intégrer le DCU? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, donc je trouve, alors moi si je peux donner mon avis en premier avant mon invité, c'est en tout cas concernant The Batman, le fait que Robert Pattinson, et ça je vous le dis parce que je l'avais dit à certaines personnes qui me disaient oui mais non en fait toi tu le dis, mais et donc on devrait croire que ça se fera pas, mais si vous connaissez bien le personnage, donc Robert Pattinson, donc cet homme, eh bien, vous savez qu'il ne travaille pas
avec n'importe qui. Il a pas mal de belles collaborations avec des réalisateurs. Et donc, si il voit que son personnage risque d'être transformé carrément, mais plus dans la même dynamique dont il est déjà avec The Batman, eh bien, il peut bel et bien se retirer. Et ça, ce n'est pas des infos en l'air, car lui, comme je vous l'ai dit, il a travaillé avec Nolan, voilà, il travaille avec Matt Reeves, donc après, il va pas aller travailler pour des pacotis. Pour des petits trucs, etc. Donc voilà, il aimerait vraiment un bon rôle, etc. Donc, ce sera à déterminer par la suite. Et tout de suite, je vais laisser la parole à mon invité concernant ce sujet de The Batman partie 2. Bah, alors, moi, je pense. Alors, il y a un facteur, en fait, que je crois que tout le monde a négligé. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde a oublié ça. C'est le fait que. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a pas longtemps, Warner a quand même supprimé 2 films. Bah, Girl et que je sais pas quoi. Qui étaient en pleine post-prod. Je veux dire, les films étaient achevés, les deux allaient commencer soit leur promo, soit leur projection test. Enfin, en tout cas, ils étaient finis. Ils ont été supprimés. Pour que Warner, qui était à court de liquidité, puisse focaliser toute leur promotion sur Joker 2. Vraiment, ils étaient à ce point dans la dèche que ça. Ils ne pouvaient pas se permettre de faire la promo de plusieurs films, donc ils se sont focalisés sur Joker 2. Or, Joker 2, c'est réclamé accident industriel, et donc ce que je pense tout simplement, c'est que ça n'a rien d'artistique en fait ce choix-là, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de liquidité pour assurer la promo de plusieurs gros films. Du coup, ils sont obligés de faire des choix. Que Clayface a l'air d'être pratiquement en greenlighting, donc du coup, il y a eu un choix de Clayface, je fais ça pour l'an prochain parce parce que le tournage est pratiquement lancé là. Je crois que le projet en fait il est bien en tête et tout. Et donc pour Batman partie 2, c'est James Gunn a dû voir Madrid en disant ok, je vois où tu veux venir. Alors d'abord, il y a Clayface qui va sortir, parce que ce film m'intéresse plus. Mais alors du coup, il va falloir que il n'y a plus d'argent dans les caisses pour ton film, donc il va falloir le retarder. Je pense que c'est ça. C'est une hypothèse que j'ai rien vu de confirmé. Sinon, pour l'instant, je pense que le fait que Clayface fasse partie de l'univers Batman, je crois qu'il y a... Alors soit ils ont grillé le Batman partie 2, en gros, je pense que vraiment Clayface est prévu pour la version DCU et pas pour la version de Matt Reeves. Voilà, c'est comme ça que c'est annoncé. Mais je me demande s'il n'y a pas un truc en genre si Matt Reeves pensait vraiment à Clayface, mais sans l'affirmer, parce que c'était pas encore déterminé. Mais alors du coup, le projet de Mike Flanagan lui grille un petit peu lui coupe un petit peu l'herbe sous pied. Parce que du coup, tu vas avoir un film. Ne pas oublier aussi que Matt Reeves avait annoncé que son script était terminé. Le scénario était terminé. Et puis, il y a également James Gunn qui, tout d'un coup, a dit non, c'est pas vrai, il est absolument pas terminé, etc. Et c'est là que beaucoup de personnes... Alors, toi, je sais pas. Est-ce que tu penses également que le fait que James Gunn se dit, bah tiens... il n'est pas terminé. Est-ce que c'est en fait une sorte de... Ah bah en fait, il y a des idées que lui il veut faire, mais je préfère qu'il ne les fasse pas et que je les garde pour moi, pour mon univers du DCU avec mon Batman, etc. Et que c'est pour ça qu'il retarde, parce que en fait, Matt Reeves a l'air d'être au feu vert. Et le fait que James Gunn dise que le scénario n'est pas terminé, ça fout un retard pas possible. Donc qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que d'ailleurs c'est un petit peu de ça, c'est le fait que le projet Clayface apparaisse comme ça, comme penchement, c'est un bordel dans le traitement que fait Matt Reeves, et du coup ils doivent retravailler le projet de Matt Reeves pour que ça concorde avec Clayface. Clayface fait partie de l'univers Batman. Donc du coup, Matt Reeves doit prendre en compte le fait que que son univers en fait comporte des monstres à la Clayface, comme Gueule d'Argile. Et il y a aussi le fait que
par rapport à l'âge de Pattinson, j'entends. Maintenant, on ne peut pas avoir une deuxième partie qu'en story. Il faut qu'il lève il faut qu'il lève le niveau, quoi. Bon, là, on va avoir un Batman qui va avoir les 40 balais. Dans le premier, donc, c'est les jeunes Pattinson, mais là, un Batman qui a plus de 40 balais, qui ça joue encore, je suis encore traumatisé, ça a plus passé. Donc, mon hypothèse, c'est que dans Batman partie 2, on devrait avoir Robin, mais vraiment. Robin, on devrait avoir à un moment on devrait être dans un moment où la Bat Family commence à apparaître. Mon hypothèse à moi, ma fan et à moi, c'est que Batman voit poindre des mecs en fait qui concurrencent Batman, mais je vous dis des randoms comme on a vu dans le Dark Knight. Je sais pas si tu te rappelles au début. Il y avait eu des copycats de Batman. Et je pense que dans le Batman partie 2, on devrait avoir aussi ce genre de truc. Et on met en sous-intrigue et que l'on voit Batman qui enquête sur l'un d'eux et qui identifie comme étant un artiste de cirque. Et ce serait la fin du film que l'on apprendrait que en fait c'est Dick Grayson le type. Donc que Dick Grayson s'intègre à l'univers de Batman à partir du deuxième. De façon à avoir la Bat Family dans le troisième. Parce que là, il est trop vieux pour qu'on puisse avoir un Batman encore en solo. Il est trop vieux. Donc j'espère qu'on va avoir... Il n'est pas tout jeune non plus. Enfin... Voilà, donc à un moment donné, Bruce Wayne a eu Robin avec lui, et à partir de quel âge il entre dans cette tranche d'âge. Hein. Parce que Robin, dans les films de Tim Burton, il aurait dû apparaître dès le premier, mais Tim Burton ne voulait pas. Alors que pourtant, Michael Keaton avait l'âge. Et d'un moment, ça devait être Chris Tucker qui devait faire Robin, je crois, dans Batman le Défi. Et finalement, sa scène a été coupée du script. Mais pour te dire que, normalement, vu l'âge de Bruce Wayne, normalement, on devrait avoir quelqu'un qui l'accompagne maintenant. Il est plutôt... Dans le premier, oui, ça se justifie parce que c'est l'année 2, mais dans la deuxième partie, oui, mais il y a combien de temps là? Il y a 2-3 ans qui séparent le premier du deuxième, donc il doit avoir quelqu'un. Ouais. On doit le voir confronté avec quelqu'un qui a une mission de justicier un petit peu similaire à la sienne. Je pense que c'est pour ça que ça prend tant de temps, c'est que je pense que peut-être qu'il y avait un plan sur plusieurs films, genre on devrait, peut-être que dans son plan initial, c'était prévu que Robin apparaisse dans le troisième, sauf que ça prend tellement de temps à faire le deuxième que non, fais-le apparaître dans le deuxième, ce sera plus cohérent. Et du coup, ça chamboule pas mal. Parfait. Merci à toi concernant en tout cas The Batman. Voilà, on verra de toute manière dans les semaines à venir ce qui va advenir de cet univers. Espérons que voilà, il va rester de son côté, etc. Pour le moment, nous n'en savons pas grand-chose. Mais de tous les cas, espérons que ça va bien se passer. Jason Momoa laisse tomber son trident pour une moto. L'acteur n'a jamais caché son amour pour Lobo, un mercenaire de l'espace créé en 1983 par Roger Slifer et Keith Giffen et qui possède une super force, ainsi qu'une invulnérabilité, sans parler d'un goût prononcé pour le chaos. Un rôle pour lequel Momoa est donc né. Le personnage n'était pas présent dans le comics de Tom King et de Evely Bilke. Cependant, King avait déclaré qu'il voulait l'intégrer à l'origine dans l'histoire. Mais ses éditeurs l'avaient poussé à se concentrer sur Supergirl. On apprend aussi que le tournage du film devrait démarrer le 13 janvier 2025. Nous devrions donc nous attendre à de nouvelles infos dans les prochains jours. Et selon vous, et également mon invité, est-ce que vous êtes étonné du choix ? J'ai entendu certaines personnes, et je suis tout à fait d'accord, comme quoi, en fait, lors de sa nomination en tant que Aquaman, beaucoup de personnes n'étaient pas forcément pour. Et je peux vous avouer que moi également, parce que je le voyais directement en Lobo. Voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment la carrure pour, etc. Enfin, et ça aurait été intéressant de voir Lobo en fait dans le DC EU,
Euh, et voilà, parce que c'est vrai que même si finalement bon, il était pas mal dans le premier Aquaman, mais voilà, c'est vrai que quand on se dit un personnage, etc., ben lui, là, en fait, c'était logique de le voir en Lobo. Est-ce que pour vous c'est étonnant? Est-ce que ce n'est pas étonnant de le voir maintenant dans le DCU de James Gunn? Et surtout, la question, avant de laisser parler mon invité, est-ce que c'est pas un peu trop rapide le fait que justement le DCU est justement Aquaman 2, dont il a été la vedette de son dernier film d'Aquaman. Est-ce que c'est pas trop rapide le fait qu'il y ait justement ce changement de rôle? Voilà. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais tout de suite, je vais faire intervenir Mulder. Ma première pensée, c'était que, bon, au moins, mon casting, Momoa dans le groupe, parfait. J'espère qu'il va pas nous faire le goût du BVS, parce que, alors, je sais pas si tu te rappelles dans BVS, mais donc, il a été casté en Aquaman, mais pendant 1 an ou 2, entre l'annonce du projet et puis la sortie, il s'est pas crâné ou enfin, parce qu'il je crois qu'il fait partie des premiers castés. Et enfin, non, il y avait quand même Wonder Woman avant, il y avait d'autres. Mais enfin, pendant 1 an, il s'est pas sur les réseaux, sur Instagram, putain, compagnie, à faire son intéressant. Genre, mais vraiment à crâner. Genre, je suis Aquaman. Alors que dans BVS, il a seulement deux plans. Hein. Alors que le mec, il a phagocyté la promo tout seul. Genre, venez me voir en Aquaman pour BVS. Hein. Alors du coup, normalement, ça fait partie des cadeaux surprises du film, quoi. Alors le mec, il a grillé ça. Alors j'espère que ça va pas être le même coup, j'espère qu'il va avoir un gros rôle. Je pense qu'il va faire partie des extraterrestres rencontrés par Supergirl. Je pense que ça se comme ça. À voir maintenant si ça a un rôle important ou juste du caméotage façon Howard the Duck dans Guardians of the Galaxy, quoi. Est-ce que tu as peur aussi de la façon dont pourrait être introduit Lobo? Parce que, rappelons aussi les derniers rôles qu'il a tenus maintenant, Jason Momoa. En fait, quand il fait même sa pub, etc., j'ai l'impression qu'il crâne vraiment. En fait, c'est plus comme il est plus comme avant. J'ai l'impression qu'il a pris la grosse tête, le gars. Je sais pas si toi c'est ton ressenti aussi. Là maintenant, on le voit un peu partout aussi dans Minecraft, etc. Puis je sais pas, on dirait qu'il, comment dire, son jeu d'acteur est totalement différent, quoi. Donc, Oh, mais attends, ouh là, mais dans le dernier Fast and Furious là, ça a posé des problèmes avec Vin Diesel, hein. hmm. T'as Vin Diesel qui accuse Momoa d'avoir détruit l'intérêt, enfin si, enfin comme quoi là. Alors si on en croit Vin Diesel, si le dernier Fast and Furious a tant bidé, c'est à cause de Momoa. Tellement le mec a faisait des caisses dans le film. Donc ça, ouais, oui, mais le problème c'est que sa façon de faire les tonnes, ça va bien avec les personnages de Lobo. Donc du coup, non, c'est parfait. Enfin, le côté, enfin, quand tu le vois dans le dernier Fast and Furious, c'est typiquement Lobo. Le mec qui a fait des 3 tonnes, qui ironique à mort. Le Lobo, c'est pas un méchant, mais il est un petit peu borderline sur les bords. Donc non, il est parfait. C'est parfait. Par contre, moi, ce qui me fait mal, c'est que moi, j'ai connu Jason Momoa, c'était dans Stargate Atlantis. Donc c'est marrant de voir le mec qui a évolué quand même. Ouais. D'accord, bah, très bien. Bah, on verra ce que ça va donner. Voilà ce que je vois. Donc toi, tu es plutôt content. Après, à voir justement comment le traitement sera fait pour Lobo. Hein. Euh, je vois il y a de toute manière beaucoup d'inquiétudes, mais après, on verra ce que ça va donner. Peut-être qu'on sera surpris, peut-être pas. Dans tous les cas, nous verrons la suite de ce que va donner Supergirl, donc dont le rôle titre est tenu par Mila Alcock. La série The Penguin ne sera pas repartie les mains vides des Golden Globes qui se déroulaient dimanche soir.
Nommée dans 3 catégories, la série repartira donc avec la récompense pour meilleur acteur dans une série limitée ou un film produit pour la télévision. Une belle récompense pour l'acteur qui aura eu à subir les longues heures de maquillage pour entrer dans la peau d'Oswald Cobblepot, alias Oz. D'ailleurs, Colin Farrell n'aura pas manqué de remercier toutes les personnes sans qui The Penguin n'aurait jamais été possible. Mike Marino, qui a créé le maquillage, ainsi que son équipe. Lorraine Lefranc, la showrunneuse, Christine Milioti, qui elle n'a malheureusement pas été récompensée dans la catégorie meilleure actrice, Matt Reeves et bien d'autres. Vous pouvez voir également son discours sur le net. Il s'agit de la 3e fois que les Golden Globes récompensent un acteur pour son rôle dans une adaptation de comics. Colin Farrell marche dans les pas de Heath Ledger et de Joaquin Phoenix. Attendons de voir si une potentielle 2e saison pour la série verra bien le jour. En tout cas, des discussions sont toujours en cours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si vous avez vu la série, mérite-t-il the Golden Globes, etc. Dites-en moi plus. Et je vais faire intervenir Mulder à voir s'il a vu également la série, etc. Qu'il puisse donner son ressenti. Alors, je n'ai pas vu la série, mais je suis content que, pour moi, la récompense, c'est-à-dire que le bouche-oreille qu'il y a eu dans la série est compréhensible. Il y a une qualité qui a été reconnue par les pros. Donc, il y a une qualité qui a été reconnue par les fans d'abord, et une autre qui a été reconnue par les pros. Alors, c'est pas pour rien si les fans se sont mobilisés en masse. Si la série a déclenché un certain enthousiasme, c'est pas pour rien. Il y a des pros qui ont tranché en disant oui, effectivement, c'est pas pour rien. Elle est aimée, c'est pour de bonnes raisons, parce que l'interprétation, parce qu'il y a le scénario, parce qu'il y a la production, voilà. Et ensuite qu'elle mette tant de temps. Alors justement, ça rejoint un petit peu le fait que Batman partie 2 mette tant de temps. Alors, j'avais cru comprendre, corrige-moi si je me trompe, normalement, la saison 1 la saison de Pingouin, ça devait mener directement à Batman partie 2. Absolument. Ouais. Donc, le fait que ça mette tant de temps, le fait que Batman partie 2 prenne tellement de temps, ça implique que Matt doit revoir sa copie. Donc, ça va bien avec le fait qu'il y ait des changements dans le traitement du scénario de Matt Reeves, donc du coup il peut plus faire le film qu'il avait prévu, qu'il avait en tête. Donc c'est pour ça que quand il parle, j'ai des idées pour la suite. Ouais, d'accord. Donc, mais la suite c'était pas Batman partie 2. Enfin, ça pose beaucoup de questions, quoi. À croire qu'à ses dires, on dirait qu'il veut se concentrer sur la série plutôt que le film. Ouais, enfin là il a le temps, hein, parce que James Gunn, en 5-6 ans, il a réussi à faire deux Gardiens de la Galaxie, je crois, attends. Entre deux Gardiens de la Galaxie, il a fait Suicide Squad déjà, et puis Peacemaker, hein. Alors, il était prolifique, le mec, en 4-5 ans. Parce que la dernière Madrid, il a. Je sais pas, comme il mobilise pas assez pour prendre son temps pour faire des bons trucs. Parce que c'était pas tout ce qui était annoncé dès le départ. Le mec, au départ, Madrid avait dit qu'il avait déjà un plan pour 3 films. Et là, le mec, il prenne tant de temps que ça, il y a des imprévus qu'on ne sait pas. Et qui commence à bloquer sévère. Moi, je parle du principe que c'est parce que il y a une décision qui est en train de s'envoler, et donc il doit prendre en compte l'univers après. Ça sans ça, quoi. C'est qu'il y ait pas de changement dans ses plans, ça veut nouer le poisson, mais bon. On n'est plus dupe, quoi. Très bien. Merci à toi. Concernant The Penguin. Le créateur de la série, John Watts,
donc vous connaissez aussi notamment pour les Spider-Man, avait précédemment indiqué que la première saison de Skeleton Crew bouclerait l'histoire principale sans fermer de porte à une suite. À l'heure actuelle, il confirme bel et bien avoir quelques idées pour une saison 2, à condition d'avoir le feu vert de Lucasfilm et prendre en compte l'âge des enfants qui grandissent rapidement. J'ai des idées pour une seconde saison et ce que nous pourrions faire dedans. J'ai une horloge intégrée dans mon esprit concernant les enfants et leur âge, et au moment où nous lancerions la production, nous connaîtrons l'âge qu'ils auront à ce moment-là. Nous écrire en ce paramètre. Nous pourrions bien faire un saut dans le temps de 3 ou 4 ans pour rester cohérent. Ce saut dans le temps dépendra de l'âge qu'ils auront. Nous ne voulons pas faire un truc comme Stranger Things où la saison suivante se passe parfois le lendemain, car ça ne sera pas le cas. Nous verrons si Lucasfilm donnera son accord pour une suite, car les retours critiques dans la presse et parmi les fans sont plutôt bons. Cependant, les audiences ne semblent pas battre des records. Skeleton Crew ne fait pas partie du top 10 des séries produites par un service de streaming. Dites-moi ce que vous en pensez pour une éventuelle saison 2. Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi, et je vais voir avec mon invité qui a un problème de son. Ah ouais, c'est arrivé. Ah, c'est bon, parfait. Moi, je la regarde, à part aujourd'hui où j'étais un petit peu grippeux, donc du coup, j'ai skippé. Mais ouais, je suis pratiquement un jour à un épisode près, et moi, je l'aime beaucoup, en fait. Comment dire, alors, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis le monde de promo sur la série comme étant un signe de faiblesse, genre Disney n'y croit pas. Or, le souci, c'est que le monde de promo, je pense que ça s'explique tout simplement parce que il fallait en dire moins possible de façon à garder un mystère autour de la série. Il y a des choses, en fait, que l'on apprend à la série. Si ils avaient fait trop de choses dans la promo, ça aurait grillé le truc. Donc, grosso modo, ce qu'ils ont fait dans la promo, c'est en dire le moins possible. Genre, voilà, c'est un groupe d'enfants qui évolue dans dans le lore de Star Wars. Point barre. Et dès les premiers épisodes, tu te rends compte que il y a un ou deux mystères autour du personnage de Lo, par exemple, de la planète Latal, d'où viennent les gamins, et ça fait son attrait à la série. C'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup de plaisir à la regarder. Il y a aussi moi qui étais élevé dans les années 80, je peux pas renier le fait que le petit plaisir qu'il y a à trouver des clins d'œil à Stand By Me, à trouver des clins d'œil à les Goonies, à toute cette production Amblin, quoi. Donc, Lucas est un gros pote de Spielberg depuis la création de Star Wars. Et donc, ces Star Wars ont surfé sur cette vague 80 de Amblin. Amblin étant la société de production de Spielberg. Donc, de voir Skeleton Crew qui trouve ses racines dans cette production-là très datée, très typée, parce que je peux exactement comprendre que pour un jeune public, ça pas d'accroche, ça pas d'affect, mais moi qui étais élevé dedans, je veux dire, les Goonies, je voyais ça en VHS, j'ai lu la VHS, quoi. Pareil pour Stand By Me, que je recommande à beaucoup de monde, je sais pas du tout si Stand By Me, les Goonies, ça te dit quelque chose. Non, du tout. Renseigne-toi dessus parce que c'est pour ça que moi je fais des vidéos, parce qu'en fait il y a le nombre il y a aussi Hook, par exemple dans la semaine dernière, Hook, le Spielberg, c'est dans Bill Williams, Dustin Hoffman, Bill Williams qui incarne un Peter Pan adulte qui doit retrouver le mindset de Peter Pan. Il y a un petit peu de ça, il y a ce parfum, cette saveur, ce charme. Donc je peux comprendre aisément que pour un jeune maintenant qui n'est pas né dans les années 80, je peux comprendre aisément que c'est j'ai pas la ref, quoi. Mais moi qui suis dedans, j'ai plaisir à trouver ça. Pour moi, c'est une petite pastille régressive, sans plus, quoi. C'est agréable à regarder. Et je comprends aussi qu'ils la mettent au moment de Noël. Ça convient parfaitement. Faut pas oublier que Star Wars, c'est eux qui ont innové le téléfilm de Noël avec autant de la guerre des étoiles. Donc c'est vraiment en plus dans la tradition de Lucas. Mm-hmm. Après, c'était pour
tout ce qui concerne l'audience, c'est à voir si si c'est est rentable. J'espère en tout cas que ça l'est. Parce que ça peut l'air d'avoir. J'ai l'impression que ça a l'air d'avoir peu de budget, mais le peu de budget qu'il y a, on le voit à l'écran. Parce que j'ai pas l'impression que c'est énorme à comparer à Andorre par exemple. Parce qu'Andorre, ce qui paraît, ça peut-être les scores niveau budget. Je pense ça. Mais Skeleton Crew, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont bien équilibré le truc. Je veux dire, j'ai pas l'impression que ça coûtait 200 millions, mais que le peu que ça coûtait, on le voit à l'écran. Oui. D'accord, très bien. Merci à toi concernant Skeleton Crew. Si Star Wars continue son bonhomme de chemin à la télévision avec la série Skeleton Crew, les projets à venir côté série se limitent aux saisons 2 d'Andorre en avril 2025 et d'Ahsoka qui devrait se tourner à ce moment-là. Si on se doutait bien que Disney et Lucasfilm n'allaient pas stopper là, les productions de séries tirées de la saga, le co-directeur de Disney Entertainment, Alan Berkman, a tout de même confirmé à Vulture que Lucasfilm développait bel et bien de nouveaux projets pour Disney+. Je cite « Nous examinons un certain nombre de nouvelles séries en cours de développement. Nous verrons ce que nous déciderons de faire. Comme je l'ai dit plus tôt, ces séries doivent être géniales et lorsque nous penserons avoir ce que nous voulons, nous irons de l'avant. » Si on sait maintenant que Disney et Lucasfilm ont fait de Rey Skywalker leur nouvelle tête de proue pour l'avenir de la saga Star Wars, c'est le flou artistique concernant les projets associés au personnage, tant il semble y en avoir en développement sans que l'on sache si l'un remplacera l'autre. Cela étant dit, le réalisateur Shawn Levy, à qui l'on doit Deadpool et Wolverine, et dont le nom est attaché depuis plusieurs mois à un projet de film Star Wars, aurait sécurisé un créneau de tournage en septembre 2025 pour tourner un film mettant en scène Rey Skywalker. L'histoire nous montrerait Rey en tant que mentor d'un jeune apprenti et ne serait donc pas le personnage principal du film. Est-ce que Celebration Japon en avril 2025 éclaircira les choses ? On l'espère. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous botte ? Est-ce que ça vous intéresse ? Et pour ces suites qui devraient arriver, dont aussi tout prochainement un film Star Wars du nom de The Mandalorian et Groot. À vous les commentaires, que ce soit en direct ou même sur YouTube. Et mon invité, à toi. Pour moi, c'est que ça fait de plus en plus de contenu Star Wars qui vont. Le fait d'avoir les contenus Star Wars, ça permet d'avoir un instant contemporain, ça permet de toucher quiconque, en fait. Comme ça, par là, c'est que Smallville, par exemple, ça a permis à une nouvelle génération de fans de connaître l'univers DC. Moi, je fais partie des personnes qui ont dénigré, se moquer de Smallville au bout de 3-4 saisons. Mais n'empêche qu'il y a une génération de personnes qui ont accroché à l'univers des comics avec Smallville. Star Wars, ça va être pareil. Et Star Trek, c'est pareil aussi. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, parce que c'est le contenu nouveau et récent, qui découvrent l'univers, qui découvrent la franchise avec du contenu nouveau. Parce que ça fait toujours un truc en plus à voir. Et donc, du coup, pour un nouveau public, pour une nouvelle personne, il y a ça, c'est nouveau. Je vais regarder, parce que comme c'est une nouveauté, je vais regarder. Parce que c'est ce qu'on me propose en premier sur la plateforme. Pour moi, c'est autant de nouveaux contenus, ça fait autant de points d'accès possible. Ça permet à la fanbase de se renouveler. Et de ne pas rester retréci à la même fanbase, que la fanbase ne vieillit pas, que la fanbase vieillit et ne se renouvelle pas. Un petit peu ce qui se passe avec le Seigneur des Anneaux. J'ai fait partie, moi, de la génération à avoir vu le Seigneur des Anneaux au cinéma, mais maintenant, il n'y en a plus des masses, des fans. Parce que, justement, ils ont voulu rester cloîtrés dans l'entre-soi, à ne rien exposer du tout. Je m'attends au dessin animé La bataille de Rohirrim, je crois. Et je crois les Anneaux du pouvoir aussi, je crois qu'ils réussissent à faire un truc, mais pendant 10 ans, je crois qu'il y a eu aussi un Anneaux. Alors qu'Harry Potter, par contre, la fanbase s'est renouvelée, mais vraiment, ça grossit. Et pour l'univers Star Wars, je m'attends pareil.
je m'attends pareil. Il y a des gamins qui ont découvert Star Wars avec des nouvelles trilogies. Il y a des gamins qui ont découvert Star Wars avec des nouvelles séries. Et donc, parce que les nouvelles séries leur a plu, ils découvrent les films qu'il y a eu avant. Avec le choc des cultures, le choc des générations, la trilogie est vieille, années 70, et la prélogie a des effets nouveaux, parce que t'as des années 2000. C'est toujours marrant à voir. T'as pas remarqué ça par hasard? Oui, après, ouais, voilà, après, c'est vrai que des fois, chaque saga, c'est différent aussi, hein. On parle de génération, bien évidemment. Là, t'as pris l'exemple d'Harry Potter, qui est totalement différent Ouais. de Star Wars. Euh, Là où, par exemple, Harry Potter, tu peux faire voir n'importe qui. Si par exemple les Star Wars actuels, en fait, c'est comme ils avaient dit pour le dernier, pour l'ascension de Skywalker, hein, du trailer. Ouais. Ils avaient dit chaque génération a son Star Wars, tu vois. Mhm. Et comme toi, par exemple, je sais que tu préfères la première trilogie. Voilà. Donc après, voilà, on dit chaque génération a son Star Wars, etc. Harry Potter, on peut pas le dire ça, tu vois, parce que en fait, ça convient à tous les âges. C'est intergénérationnel. Donc voilà, tu peux emmener toute ta famille avec, hein, aussi bien ton enfant. Tu peux être en couple, tu peux être voilà, avec tes enfants, tes grands-parents, etc. Tu vois. Donc après avoir comment maintenant ça va, voilà, comment ça va donner. Je pense que comme tu l'as dit, il y aura euh, des nouvelles générations qui vont découvrir d'autres produits Star Wars. Ça me fait mal de le dire, hein, des produits Star Wars. Parce qu'avant on disait un film alors que c'était des événements. Enfin voilà, maintenant on est à ce point de vue-là. Euh, mais oui, après à voir ce que ça va donner. Et dernière question, avant qu'on passe au dernier sujet. Est-ce que tu penses que Star Wars, ça va se terminer un jour ou c'est pas près de s'arrêter? Contrairement à Je pense que certaines c'est autres bon. sagas qui, elles, sont déjà finies. Justement, je pense que l'enjeu de cette nouvelle trilogie, parce qu'on parle de nouveaux films, ça va être de légitimiser le fait que Star Wars continue et de voir la suite de saga Skywalker. C'est comment ça, grosso modo, de l'héritage des Skywalker. Et de montrer que la guerre perdure, continue à perdurer. Parce que là, on parle, le postulat de base de Star Wars, c'est quand même une haute république qui se veut démocrate, qui n'arrive pas à contrer un empire d'extrême droite. Et le problème, dans la prélogie, on voyait donc cette haute république se casser la gueule, parce que trop faible par rapport à l'Empire. Et dans la trilogie originale, on voyait donc le combat d'une rébellion par rapport à l'Empire. Et dans la post-logie, on voit que cette nouvelle république est encore fragile parce qu'elle a encore tous les réflexes politiciens qui ont permis l'émergence de l'Empire. Donc l'intérêt d'une nouvelle trilogie, ce sera de montrer comment ce combat perdure. Donc, il y a quand tu regardes l'actualité, ce qui se passe dans le monde entier, il y a largement moyen pour que ça continue. Il y a largement moyen. Il suffit de montrer, je sais pas, dans les romans, il y a ça. Hein, dans les romans, il y a ça. Dans les romans, il y a genre des sénateurs politiciens de la Nouvelle République qui, comment dire, s'adjoint au reste de l'Empire. Enfin, il y a ce genre de truc, hein, de conspiration, machination, pour reprendre le pouvoir. On sait les mecs qui font des compromis, genre le pacte du diable, par exemple, et qui sidèrent tout le monde. Il y a ce genre de truc, hein, dans les romans. Je ne vois pas. C'est des romans approuvés par Lucas. Donc selon toi, par exemple, dans 20-30 ans, il y aura toujours du Star Wars. Ouais, il peut y avoir. Il suffirait que Disney prenne du temps pour chaque trilogie et qu'entre chaque trilogie il y ait des séries c'est ce qu'ils essayent de faire en fait, avec les Mandaloriens et compagnie, qui est que chaque trilogie
pour une nouvelle génération et qu'entre chaque trilogie, il y ait une pléthore de séries en streaming qui explorent en fait des facettes qui ne sont pas dites dans les films. Parce que dans le monde de l'arrière, le charme du monde de l'arrière, c'est de montrer en fait ce qui s'est passé avec Mandalore qu'on n'a jamais montré dans les films. Le fait que la Haute République a eu un comportement mais de connard avec les Mandaloriens, bah, ça explique pourquoi est-ce que dans un certain Boba Fett a fait un coup de pute à Ben Solo. Mhm. Et ça, c'est montré dans Clone Wars, qui était. Enfin, tu peux comprendre ça avec Clone Wars et le Mandalorian. Tu peux comprendre ça. Mais c'est compréhensible en voyant l'univers étendu. Et donc, ce genre de choses-là peut très bien nourrir les séries en streaming. Et ouais, du coup, tu peux. C'est comme ça que je ferai, moi. C'est comme ça que Et j'espère toi, que justement, ton Marvel fera ressenti d'ailleurs. par rapport à si, par exemple, dans 20, 30 ans, il y a toujours. Je dis pas à ce qu'on soit tous vieillards et puis qu'il y a toujours Star Wars. Enfin, c'est ça à peu près, tu vois. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? À un Ou moment à un moment donné, je serai donné, tu te fatigué. dis, il faudra bien arrêter. Non, mais ils peuvent pas arrêter le truc parce que c'est. Euh, du moment que ça marchera, du moment que ça marche, ça continuera toujours. Hmm. Et il y a bien un moment où je vous dirais, bon, d'accord, c'est plus pour moi. Bon, d'accord, Oui. c'est plus pour moi. C'est plus pour moi. Mais si ça plaît encore aux jeunes de l'époque d'environ 30 ans, bah pourquoi ils continueraient pas? Hmm. Pourquoi ils C'est continueraient pas pas? faux. Ça, je n'ai pas l'arrogance de dire que je suis un fan, que je suis un fan de la première heure de Star Wars, donc pour moi Star Wars c'est ça, et les autres matériaux n'existent pas. J'ai pas l'arrogance de dire ça. Sauf que Star Wars c'est la trilogie origine, mais aussi la prélogie et aussi la postlogie. Et maintenant, avec ce que font Disney avec les séries, genre Andor, genre Skeleton Crew, Ahsoka, bah, ils réussissent à faire plusieurs points d'accroche pour tout le public. Si ça gueule tellement avec des séries, c'est simplement que ouais, ils essaient de montrer des facettes de Star Wars qui ne sont pas compris dans les films. Alors il y a un côté, quand on pense Star Wars, ça doit être ça. Oui, mais Star Wars, c'est peut-être autre chose aussi. C'est vaste, hein, une guerre. Il y a le côté administratif, il y a aussi le côté rebelle, il y a aussi le côté sur le front, et donc c'est ce que normalement Star Wars va résumer ça. À un moment donné, c'est inconcevable de faire un Star Wars sans Jedi, par exemple. Oui, je comprends. Je comprends. Merci à toi concernant Star Wars. Et maintenant, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez déjà entendu sa voix au moins une fois. L'immense acteur français Benoît Alman, particulièrement connu pour son travail dans le doublage, est décédé ce 5 janvier 2025 à l'âge de 82 ans. Benoît Alman a bercé l'enfance de nombreux spectateurs. Le comédien de doublage était principalement connu pour être la voix française de Morgan Freeman. Il a doublé le comédien afro-américain dans 47 films depuis les années 1990, notamment Robin des Bois, Prince des voleurs, Impitoyable, Les Évadés, la trilogie Batman de Christopher Nolan, Lucie, La chute de Londres ou Insaisissable. Mais la carrière de Benoît Alman ne se résume pas uniquement à son doublage de Morgan Freeman. Il avait également prêté sa voix en français à James Earl Jones dans À la poursuite d'Octobre Rouge. Il a doublé également Brian Cox pour Braveheart, George Kennedy pour la saga Y a-t-il un flic ou John Goodman pour Transformers. On a également pu entendre sa voix dans les films en prise de vue réelle Working Girl, Last Action Hero, Mortal Kombat, Showgirls, Mars Attack, Arrête-moi si tu peux, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, La Planète des Singes, Les Origines et encore plein d'autres. Il nous laisse donc un héritage en or. Sa voix continuera de résonner dans le cœur du grand public à tout jamais. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez gardé comme souvenir et je vais tout de suite laisser la parole à mon invité car je suis sûr que comme moi, enfin voilà, on a été bercé par euh,
par cette voix, et surtout que cette voix a été aussi, pour peut-être les plus jeunes d'entre nous, enfin les plus jeunes, euh, les personnes qui ont connu les VHS par exemple, les cassettes vidéo, donc il y avait aussi un générique de home vidéo pour Disney, dont la voix était ce cher Benoît Alman. Ben, qu'est-ce que je vais dire, c'est que grande perte, quoi, grande perte. Pour moi, Morgan Freeman a perdu sa voix. Et c'est très triste. Mais il rejoint les voix emblématiques je crois que c'était Anna Norval pour Stallone, je crois que c'est ça. Il y a Richard Lavoie, toujours vivant. Comment il s'appelle celui-là, celui qui fait la voix de Schwarzenegger il est pas mort, je crois. Enfin, il y a beaucoup de doubleurs en fait qui ont disparu, et maintenant on se rend compte de l'héritage qu'il laisse. Je pense à Catherine Baume qui fait Scully, et aussi Lynn Scavo dans Desperate Wife. Je pense aussi à Georges Caudron qui faisait la voix de Robin dans Batman et la série animée. John Grise, Bruce dans Caméléon. Voilà, Pirateil, Doug Brown dans Retour du futur. Et je crois que Pirateil aussi, et qui fait aussi, je crois que c'est lui aussi, Pirateil qui... Et Piraté, je crois qu'il c'est aussi, vu que c'est Christopher Lloyd qui va contre Rabbit, le juge de mort, non, c'est ça? C'est une bonne question. Ouais, parce que quand c'est Christopher Lloyd, le temps de voix, il y a Georges Caudron qui faisait Fox Mulder dans X-Files, il rejoint des voix de comédiens qui nous ont marqué. Et l'air de rien, ce genre de perte, pour moi, c'est pour ça que je prends le temps maintenant que je prends plaisir à détecter les voix, c'est que grâce à ces voix-là, il y a beaucoup de films qui nous sont accessibles. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Les productions américaines sont faites cibles avant tout au public français. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de séries télé, sitcoms et films qui n'arrivent pas à être marquantes, à toucher leur public en France, c'est parce que les références de ces films et ces séries télé sont très new-yorkaises, américaines. Je pense à Seinfeld par exemple ou Friends. Quand ça débarquait en France, oui, mais les doubleurs expliquaient ça. Ils devaient trouver les équivalences. Et c'est grâce à eux, en fait, si tout ce qui concerne les séries ou films réussissent à toucher, à rencontrer leur public en France, c'est parce que ils ont un filtre d'adaptation. C'est grâce à ces comédiens travail d'adaptation, là je veux parler de l'AI, que n'arrive pas à faire l'AI. Du coup, l'importance des humains dans ce boulot est cruciale. D'ailleurs, il avait participé pour l'IA, là, contre l'IA, d'ailleurs. Ça s'appelait... J'ai plus le nom. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de doubleurs qui s'étaient réunis. Ouais, parce que j'entendais... alors c'était Geek Tous Day... comme un VF, voilà. Oui, il y a eu pas mal, il y a eu Claude Guillot, je crois qu'il y a eu Boris, celui qui fait la voix du jeu de Satan, que j'ai reconnu. Ouais, il y a pas mal de personnes, et on peut comprendre les éléments, parce que le travail d'adaptation, il faut être artiste, avoir une sensibilité pour le faire. Chose que n'a pas encore l'IA. Et Donc surtout l'IA... que une personne, comme toi, moi, ou voilà, par exemple Benoît Alman, quand il parle, en fait, il y a une émotion, il y a quelque chose que l'IA ne fait pas. L'IA n'arrive pas à reproduire ça. On est dans le même cas que... on est dans le même cas que Matrix, la trilogie, où justement l'émotion en fait des machines, comment ça se passe. Et sans te spoiler le truc, c'est que grosso modo, il tombe sur dans le deuxième Matrix 2, dans Resident Evil, t'as Neo qui, on lui présente la situation suivante, les machines veulent dominer l'humain, point barre. Sauf que en fréquentant des personnes comme l'oracle, comme l'architecte, ils se rendent compte que mais il n'empêche qu'ils sont vachement tordus les trucs. Il n'empêche qu'ils arrivent à faire des plans que nous-mêmes on n'arrive pas à contrer. Et dans le troisième volet, justement, il avait déduit que ce qui sépare l'IA de l'humain, c'est l'émotion. Or, étant sur des IA qui ressentent le besoin d'aimer, qui ressentent de l'amour.
Donc du coup, à partir de ce moment-là, dans Révolution, là, il y a un petit peu une question de, bah oui, alors du coup, comment je fais, moi, enfin, parce que c'est des êtres humains, enfin, c'est des êtres vivants, du coup. Et on n'est pas encore arrivé là, il y a à notre époque. Et c'est parce que l'émotion, tout ce qui concerne sa possibilité, l'IA n'est pas capable de le reproduire. On est encore au stade de Star Trek TNG, The Next Generation, avec le personnage de Data, le personnage de Data, c'est un androïde, né années 80, et le mec, c'est une machine, c'est un androïde, c'est accepté comme tel, sauf que le mec développe tellement de compétences techniques qu'on l'accepte sur une passerelle, sur un poste important. Il est navigateur au sein de l'entreprise. Et sa quête au mec, au personnage, c'est de devenir humain, parce qu'il sait qu'il y a un manque, il sait qu'il y a une question de sensibilité qui lui manque. Et on est arrivé à ce point-là, c'est-à-dire comment l'IA va s'apercevoir qu'il lui manque quelque chose par rapport aux humains. On n'est pas encore arrivé à la matrice d'évolution dont je te parlais, mais ça va peut-être venir. Mais à partir de ce moment-là, après pour l'instant, l'IA, il faut le considérer comme un outil qui permet d'assister, pas comme un remplacement. L'IA peut très bien, je prends exemple sur ce que fait le boulot de Alexandre Astier. Alexandre Astier disait qu'il avait développé une IA personnelle, il foutait tout son boulot dans le logiciel, et puis l'IA lui répondait, son ChatGPT perso, lui répondait, attention, il manque un point là, une virgule là, quoi. C'est, à mon avis, l'IA peut très bien servir pour des grands artistes, pour essayer de corriger en erreur. Je pense qu'un humain normal, s'il confie ça à Raphaël, il ne va jamais toucher au boulot de Astier. Jamais. S'il prend un débutant, il n'acceptera jamais. Hein. Par contre, l'IA, ça ne gênera pas. Pour l'IA, c'est juste un boulot comme dans l'autre, quoi. Et je comprends. Mais là, on en a, je peux comprendre 1000 fois, et touche pas à ma je peux comprendre 1000 fois qu'il y a une affirmation du boulot de doubleur. C'est ça. Parce que c'est le boulot d'artiste qui est en jeu là. C'est que ça remet en question le boulot d'artiste. C'est le boulot de la sensibilité d'un artiste. Et je peux comprendre les évoques, ça se sent menacé. Mais un vrai artiste n'a pas à se sentir menacé. En fait. C'est simplement la façon dont c'est imposé dans les productions, ça n'a pas à se sentir menacé. Un artiste arrivera toujours à surpasser la machine. Toujours. Je prends par exemple sous Spark notamment, je crois que le doubleur en fait, directeur artistique, c'est William Comrin. William Comrin, tu le connais parce que c'est lui Stargate, c'est lui qui fait la voix de Daniel Jackson et il fait aussi la voix de Green dans l'urgence, pour dire que c'est un mec installé dans le métier. Et c'est lui qui est directeur artistique de sous Spark et qui arrive à trouver les équivalences, à trouver les mots fleuris de sous Spark parce que c'est typiquement américain le truc. C'est-à-dire comment tu fais pour traduire du typisme américain en un public français. Et donc il fallait un artiste comme lui pour pouvoir le faire. Voilà, j'espère ne pas été trop. Oh non, j'espère ne pas avoir été trop long. Quoi. Pas de soucis, t'en fais pas. En tout cas, merci à toi pour ces mots et n'hésitez pas aussi ce que vous voyez là en direct sur Twitch ou même quand ça sera en replay sur YouTube, n'hésitez pas aussi à de temps en temps jeter un coup d'œil, que ce soit sur Twitch ou YouTube, parce qu'il y a aussi des replays concernant StreamVF. Alors ça vient pas de mon côté, hein, bien évidemment, c'est une émission qu'a créé Donald Renew, où il mettait justement les doubleurs français, donc les comédiens et comédiennes de doublage francophones, en avant. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil de temps en temps. Et vous allez entendre des voix que vous avez connues étant enfant, etc. C'est quelque chose vraiment d'incroyable à regarder. Donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, cette émission est terminée. Merci d'avoir été là. Merci à mon invité d'être venu. Encore merci pour tout ce soutien que j'ai. Aussi bien de mes proches, que j'entends pas mal aussi des retours du replay de YouTube, voilà, des personnes qui me suivent sur Twitch, YouTube également, etc., ou même sur les réseaux. Merci énormément de votre soutien.
Je vous souhaite une excellente année 2025. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de votre famille. Je vous embrasse. Belle soirée à vous. Ciao